Dans toute collectivité humaine, les acteurs sociaux sont en interaction continuelle. Dans cette relation, il en existe de plusieurs types, pouvant être d'ordre conflictuel ou integrationnel. En milieu universitaire, il arrive que les enseignants et les étudiants entretiennent des relations de nature conflictuelle et de ces conflits naissent des perturbations pouvant engendrer des déséquilibres. Les libertés académiques sont superbement ignorées, non seulement dans la population, mais aussi dans la communauté académique elle-même. Une ignorance qui porte un grand handicap sur les résultats des étudiants en général et sur le fonctionnement de la structure universitaire en particulier. Mesdames et messieurs, bonjour. Bonjour, bonsoir, ça dépend du moment où vous nous recevez. Le harcèlement sexuel est un phénomène qui se généralise partout au Bénin. Présent dans les universités, il ronge progressivement et particulièrement les étudiantes victimes sapent leurs études et hypothèquent leur avenir, avec à la clé des séquelles psychologiques, psychiques et morales, parfois incurables. Sujet autrefois tabou, le harcèlement sexuel dans le milieu universitaire sort de plus en plus de nombre, sans doute du fait de son ampleur et des conséquences sur les résultats des victimes. Mais les choses ont changé. Au Bénin particulièrement, l'arsenal juridique a été revu et renforcé. Un tribunal spécial est même constitué à cette fin. Des cas spécifiques sont en train d'être connus. Le harcèlement sexuel en milieu universitaire, c'est la problématique au cœur de ce numéro de votre émission, Ma part de vérité, que j'ai le plaisir de co-animer avec Chabel Ayou. Bonjour Chabel. Bonjour Gauthier Sédandé, mesdames, messieurs, bonjour. Merci de nous rejoindre à ce rendez-vous dominical. Nous recevons aujourd'hui Madame Huguette Bokpe-Yankadia. Madame Huguette Bokpe-Yankadia, bonjour. Bonjour Monsieur le journaliste, bonjour Monsieur le journaliste également. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Madame Bokpe, vous êtes avocate de formation, vous avez plus d'une trentaine d'années d'expérience, vous avez plaidé un peu partout dans le monde. Vous avez été longtemps activiste social, membre de plusieurs organisations non gouvernementales et plateformes de défense des droits des femmes. Vous êtes consultante en droit de l'homme et en genre, avec une longue année d'expérience de collaboration avec différentes organisations internationales, des organes des Nations Unies et de l'Union africaine. Madame Huguette Bokpe-Yankadia, depuis le 1er septembre dernier, le 1er septembre 2021, vous êtes secrétaire exécutive de l'Institut national de la femme au Bénin, Institut national de la femme, dont vous êtes le bras technique opérationnel. Effectivement, l'Institut national de la femme a été créé pour remplir la grande mission qui va consister d'une part à assurer la promotion du leadership féminin dans toutes les sphères et à tous les niveaux, et également lutter contre toutes les formes de discrimination et de violence à l'égard de femmes. Et c'est un honneur pour moi de jouer ce rôle au sein de l'Institut. Je sais que au sujet de votre biographie, nous avons dû nous en arrêter là parce que c'est aussi long, c'est aussi vaste qu'une thèse d'université. Mais quand on occupe ce poste, après ces expériences, on se dit que vous êtes à votre poste en ce moment, puisque les populations vont pouvoir bénéficier de votre riche expérience. Le 1er septembre 2022, c'est pour bientôt. Comment est-ce qu'on prépare cela? On le prépare avec, comment on va dire, beaucoup d'humilité en fait, parce que nous sommes au service des populations. L'Institut national de la femme, c'est quelque chose de tout nouveau. Le concept est vraiment dynamique et donc ça a été aussi des mois de préparation, des mois de réflexion sur comment mettre en œuvre cette mission. Et nous sommes très optimistes. Nous avons surtout commencé à gérer les questions les plus urgentes. Les questions les plus urgentes, c'est les plaintes. Ça ne pouvait pas attendre. On était très attendus. Et donc, l'activité principale à cette date de l'INF, c'est la gestion des plaintes.
des nombreuses plaintes que nous avons déjà reçues, que nous diligentons, certaines déjà au niveau des juridictions et certaines encore en cours d'instruction à notre niveau. Alors, Madame la secrétaire exécutive de l'Institut national de la femme, nous allons rentrer dans le vif du sujet du jour, le harcèlement sexuel en milieu universitaire. Et je m'en vais vous demander la définition de ce que c'est que le harcèlement sexuel et les sanctions prévues. D'accord. Alors, je me permets pour cela de faire vraiment lecture de la loi, parce que je sais que plusieurs téléspectateurs nous suivent et qu'il est important de leur apporter l'information en citant textuellement la disposition de la loi. Alors, constitue, selon la loi, un harcèlement sexuel le fait pour une personne de donner des ordres, d'user de paroles, de gestes, d'écrits, de messages, et ce, de façon répétée, de proférer des menaces, d'imposer des contraintes, d'exercer des pressions ou d'utiliser tout autre moyen au fait d'obtenir d'une autre personne en situation de vulnérabilité, de subordination ou en situation de demande d'un emploi ou d'un service public des faveurs de nature sexuelle à son profit ou au profit d'un tiers, sans le consentement de la personne harcelée. Donc voilà la définition de la loi. Elle est très claire. Elle donne, on va dire, elle est détaillée pour qu'on puisse se rendre compte que ça peut être par écrit, ça peut être verbalement, ça peut être par des contraintes qu'on impose, etc. Avec la précision également que ça doit être de façon répétée. Je voudrais préciser qu'à ce niveau, ça n'a pas besoin d'être 10 fois. Ça a besoin d'être plus d'une fois. Plus d'une fois, c'est ça a besoin d'être plus d'une fois. Et Dieu sait que parfois, il y a des pressions qui, même dans leur unicité, valent 10 ou 20 pressions. Alors là, Madame Huguette Boupayankada, plus d'une fois, mais c'est vite arrivé. C'est qu'il ne faut pas que ça arrive. Même pas une fois. Un peu trop sévère. La loi n'est pas sévère parce que la loi replace l'enseignant, le formateur, l'ascendant légitime, naturel ou adoptif, parce que ce sont ces personnes-là qui sont visées par la partie de la loi qui punit vraiment sévèrement le harcèlement sexuel. Chacun doit rester à sa place. L'enseignant dans son rôle d'enseignant et l'étudiant dans son rôle d'étudiant. Il ne faut pas oublier que l'enseignant est un peu comme celui qui continue ce que le père et la mère sont en train de faire à la maison. C'est-à-dire que, et particulièrement, je pense à l'âge de plus en plus jeune des étudiants. Nous avons de plus en plus d'étudiants qui sont mineurs, qui ont moins de 18 ans. Et donc, en quittant leur maison pour venir à l'université, c'est dans leur main, en quelque sorte, que les parents les laissent, n'est-ce pas? Et un enseignant, c'est celui qui nous fait, comment dirais-je, qui transmet la connaissance, qui transmet le savoir, mais qui incarne également des valeurs morales. C'est celui qui assure la sécurité de l'étudiant. Et à cette fin, il est important d'encadrer les relations et même pour les enseignants de s'imposer une espèce d'autodiscipline, comme c'est le cas pour les médecins, pour tous ceux qui, en quelque sorte, reçoivent des patients ou des clients ou des personnes dont quelque chose leur appartenant, quelque chose qui leur tient à cœur, quelque chose dont dépend leur avenir, leur vie, leur santé, est dans leurs mains. Donc, c'est pour rétablir cette distance-là et replacer chacun dans son rôle que la loi a ce caractère de sévérité. Cela veut dire que désormais, un enseignant ne peut plus... Bon, mais dites-nous d'abord, madame, les sanctions, avant qu'on aille dans... D'accord. Quelles sont les sanctions prévues par cette loi? Alors, la sanction qui est prévue par la loi, j'en donne également lecture. Article 551 nouveau, lorsque le harcèlement sexuel est commis par un ascendant légitime, naturel ou adoptif de la victime, ou par un enseignant ou un formateur sur son apprenant, ou encore commis sur un mineur, l'auteur est puni d'un emprisonnement de 3 ans à 5 ans et d'une amende
de 1 million à 5 millions de francs CFA. Et je précise qu'en cas de récidive, la peine est portée au double. Et que, autre précision importante pour la sanction, le consentement du mineur, quand c'est le cas d'un mineur, ne peut en aucun cas être retenu. Et il serait bon, je crois, d'ajouter la disposition qui est relative, je sais que vous allez en parler tout à l'heure, à la liaison amoureuse. Pourquoi? Parce qu'elle est considérée comme un harcèlement sexuel et donc punie par les mêmes peines. Toute liaison amoureuse entre un formateur ou un enseignant et son apprenant est interdite. Lorsqu'une liaison amoureuse est établie par des échanges, ou comportements de quelque nature que ce soit, des actes ou faits qui en caractérisent la réalité, elle est réputée consécutive à un harcèlement sexuel et punie des peines prévues à l'article 551 du présent code. Donc, la sanction que j'ai indiquée tout à l'heure s'applique à la liaison amoureuse entre un formateur ou un enseignant et son apprenante. Vous voulez dire que même avec consentement de l'étudiante et une étudiante majeure, c'est puni aussi. Oui. C'est-à-dire que... vous avez dit, sans consentement mineur de la mineure, oui. Mais lorsque l'étudiante est déjà majeure, oui, et donne son consentement, tout à fait. La liaison amoureuse, la relation amoureuse ne doit pas avoir lieu. Elle est interdite. Elle est interdite et si elle est établie, elle sera punie. Peut-être que tout à l'heure, quand nous aurons fini avec les sanctions qui sont prévues, nous pourrons parler de quelques détails sur lorsque cela arrive, quelle attitude, lorsqu'on est dans cette situation, quelle attitude il faut avoir. Oui. Alors, ce phénomène au Bénin, on sait que c'est vraiment généralisé, mais parlez-nous un peu de son étendue dans notre pays. Alors, c'est un fléau qui est vraiment dans toutes les universités, en tout cas dans les 4 universités. Et je m'appuie pour dire cela sur non seulement une enquête, une étude qui avait été menée, je crois, en 2016 par une enseignante de l'université, Madame Onibon Toubougan. Elle avait déjà établi qu'à l'université, en tout cas au moins à l'UAC et à l'université de Parakou, le harcèlement... Dans les universités publiques. Oui, dans les universités publiques. Je n'ai pas de données sur des universités privées. Mais ça ne doit pas manquer. Ça ne doit pas manquer parce que c'est, disons, c'est vraiment un fléau. C'est-à-dire que les rapports entre enseignants et étudiants ont été viciés depuis une certaine époque par ce phénomène. Donc, c'est établi. Il y a un mode opératoire, par exemple, qui prend sa source dans le fait qu'on prend tous les numéros de téléphone, on prend tous les contacts des étudiants. Ça a été rapporté dans cette enquête qui a été faite par Mme Onibon Toubougan. On prend la liste et puis après, maintenant, bien sûr, on fait le tri. Et puis après, on vise. Il y a aussi que des étudiants du sexe masculin sont mis à contribution pour être comme des entremetteurs, pour être ceux qui donnent les informations, qui indiquent les habitudes de leurs collègues, etc. Et qui sont comme des messagers. Et qui sont en quelque sorte, qui bénéficient pour cette tâche qui est accomplie de faveur, n'est-ce pas, de récompense auprès des mêmes enseignants. Les entremetteurs. Les entremetteurs, mais qui parfois aussi sont, ce qu'on va dire, sont frappés par, qui sont pris à leur propre piège, puisque parfois quand ce travail n'est pas bien fait, ou quand ils ont des liens peut-être trop proches avec l'étudiante qui est dans le viseur de l'enseignant, eux aussi subissent des représailles pour avoir changé en quelque sorte de rôle et être en train de trop se rapprocher de
la cible, si je puis ainsi dire. Il y a ces inconvénients, mais il y a des entremetteurs. Si bien que on peut peut-être, en faisant une enquête, entendre dire qu'il y a des étudiants aussi qui harcèlent les étudiantes. Mais dans la réalité, la véritable forme de harcèlement qu'ils exercent, c'est du harcèlement pour autrui. Vous avez vu que dans la définition, on a dit pour obtenir des faveurs sexuelles à son profit ou au profit d'un tiers. Donc c'est ce rôle-là qu'il joue. Il y en a dans toutes les universités, c'est vraiment répandu. Et ça se manifeste de différentes manières. Et surtout maintenant avec le développement des réseaux sociaux, c'est très fréquent par voie d'envoi de messages tardifs, d'envoi d'images suggestives, de messages de vidéos pornographiques, vraiment du harcèlement sexuel par voie par voie numérique, par voie, oui. Et donc, ça fait que c'est encore plus répandu. Mais je pense que la bonne nouvelle aussi, c'est que le téléphone portable, etc., constitue aussi un élément, on va dire, un outil de constitution des preuves. Si on a, bien sûr, la présence d'esprit de garder ces messages-là. On a entendu des plaintes provenant d'étudiantes qui, c'est vrai qu'elles ne sont pas nombreuses à se plaindre, et c'est encore une question sur laquelle je vais rebondir tout à l'heure, mais quand on écoute les formes que prennent le harcèlement sexuel par cette voie-là, c'est vraiment des messages tous les soirs, des messages tous les matins pour suggérer des choses, pour envoyer des images. Parfois, je donne un exemple, on peut envoyer des images de différentes formes de seins à une étudiante et lui demander dans quelle catégorie se trouvent les siens. Donc c'est vraiment, c'est un message à caractère directement sexuel. Les étudiantes disent aussi que parfois, elles viennent, elles engagent une conversation avec un entretien, elle sollicite un entretien, engage une conversation avec le professeur sur des questions purement pédagogiques, académiques, liées peut-être à un travail qu'elles sont en train de faire et que l'enseignant est en train de superviser, et que l'enseignant, de façon très subtile, dévie le contenu de la conversation du caractère purement pédagogique vers un caractère personnel, vers un caractère intimiste, et elles font l'effort de ramener la conversation vers le pédagogique, mais le professeur intelligemment ramène encore la conversation vers le caractère sexuel, et bien sûr dans la posture de respect de l'étudiante vis-à-vis du professeur, elle est extrêmement embarrassée. Celui qui a l'autorité sur elle, c'est le professeur, et bon, elle va peut-être subir la conversation, les questions, rester silencieuse, rester embêtée, et tout ça, ce n'est pas bien. C'est vraiment embarrassant. C'est vraiment, non, c'est embarrassant, mais c'est nocif, c'est toxique, parce que nous sommes en plus dans un contexte où le gouvernement se bat pour que les filles aillent à l'école, qu'elles y restent le plus longtemps. Il y a vraiment toute une dynamique pour accélérer l'éducation des filles et les pousser à aller jusqu'au bout. Que le gouvernement fasse cet effort, que des parents s'échinent à envoyer leurs enfants à l'université, que des étudiants, des élèves eux-mêmes se battent pour avoir leur baccalauréat, entrent à l'université avec l'espoir de trouver un environnement serein qui leur donne la possibilité à égalité avec les étudiants du sexe masculin de faire leur cursus et de se faire évaluer sur la base de leur capacité. Elles se retrouvent, c'est-à-dire le comble, c'est quand c'est dans ce milieu-là, en interne, donc des facteurs internes qui interviennent maintenant pour bloquer le cursus normal des filles, les mettre en situation de difficulté. On les retrouve parfois en train de devoir changer de maître de mémoire, de tomber sur un autre maître de mémoire qui va peut-être dire « ce sujet ne me convient pas, cherche-moi un autre sujet ». On a entendu des étudiants dire que, bon,
comme tel prof, tant qu'il était dans l'établissement, elles n'avaient aucune chance, ou elles changent d'école, ou elles abandonnent, ou elles arrêtent. Bref, il est temps que chacun reste dans son rôle, que les milieux universitaires accueillent des jeunes. Ce n'est pas, un tort, ce n'est pas une tare, au contraire. Plus on est jeune, plus on réussit jeune, mais plus on a des chances de finir jeune et d'être un jeune cadre, un jeune entrepreneur, etc. Il ne faut pas qu'on les accueille dans un milieu qui, à la longue, va créer une scission entre les jeunes garçons qui auront le plus de chances d'évoluer en griffe normalement et les jeunes filles qui vont avoir, si elles ont le malheur d'avoir un physique agréable, d'avoir à faire face à des blocages, à des retards, à du découragement, à de la dépression et à tout ce qui suit. Madame Huguette Bopé-Nyankadia, il y a une pratique désormais en vogue dans nos universités. Je ne sais pas si ça peut dévier vers le harcèlement. Tous les étudiants, parce que vous avez parlé de numéro de téléphone tout à l'heure, tous les étudiants d'une même année, d'une même amphi, mettent leur numéro ensemble et on crée un forum. Les enseignants sont dans le forum et en dehors des cours régulièrement reçus à l'université, l'enseignant peut continuer des cours sur le forum ou les étudiants peuvent lui poser des questions sur le forum. Est-ce que cela est à interdire? Pas du tout. En fait, ce qu'il faut maintenir, c'est la distance. Un professeur doit avoir de l'empathie. Un professeur est là pour encadrer les étudiants. Il faut garder une distance qui permette que la relation soit limitée aux besoins pédagogiques. C'est ça, en fait. Si le forum est créé pour des besoins pédagogiques, qu'on reste limité à ces besoins pédagogiques. Mais quand le contact téléphonique de l'étudiante sert maintenant, après les heures de cours, à la harceler à partir de 21h, 22h, là, c'est non. Autre chose, c'est que même à l'intérieur d'un forum, il y a quelque chose qui est fondamental qu'il faut conserver, c'est le vouvoiement. Entre un professeur et une étudiante, ou entre un professeur et un étudiant tout simplement, entre un enseignant, un formateur, où qu'il soit, le vouvoiement, c'est le vouvoiement qui permet de maintenir la distance, de rappeler à l'enseignant que c'est lui qui il a un pouvoir d'autorité, un pouvoir disciplinaire même sur l'étudiant. Le vouvoiement doit rester. Moi, je voudrais inviter les professeurs à éviter d'entrer dans une familiarité qui dépasse la limite pédagogique et de commencer à tutoyer. Madame, c'est quand même l'enseignant, le professeur qui doit être l'éducateur, qui donne cette confiance-là aux étudiants. Parce que l'étudiant doit avoir confiance en lui-même. Et lorsqu'on va à l'université, c'est aussi pour acquérir cela. Absolument. Justement... Je veux dire, si on met trop de distance, si la loi est trop sévère, est-ce que on ne va pas rompre cette confiance? Moi, on peut ne pas créer de distance dans le vouvoiement. Oui. De toute façon, le vouvoiement, la fonction du vouvoiement, c'est de créer une distance. Ça, c'est clair. Il faut la conserver. Parce que l'enseignant qui tutoie une étudiante ouvre les vannes d'une familiarité. Et l'étudiante doit continuer de vouvoyer. Moi, il y a des personnes qui me tutoient que je vous vois. Et elles insistent parfois pour qu'on passe au tutoiement, mais je préfère les vouvoyer. Comme je respecte aussi les personnes que peut-être j'ai presque envie de tutoyer, mais qui continuent de me vouvoyer. C'est important parce que c'est un indicateur de la place. Ça se passe dans la tête, ça se passe dans la psychologie. On sait que la personne à qui on dit vous, on sait qu'on lui doit du respect. Et le respect dans le milieu universitaire, c'est un respect réciproque. La dignité de l'étudiant doit être absolument préservée par l'enseignant. Et le respect de l'enseignant doit être absolument observé par l'étudiant. Donc, le vouvoiement
c'est une précaution qui préserve à la fois l'enseignant et l'étudiant. Ça fait partie des mesures préventives. Ça fait partie des mesures préventives. Et c'est important de conserver le vouvoiement. Madame la secrétaire exécutive, il y a ce cas-là, c'est peut-être pas très répandu, mais si c'est l'étudiante qui, en première position, a tout fait pour avoir le contact de son enseignant et a commencé par lui envoyer des messages, qu'est-ce que vous dites de cela? L'enseignant doit toujours se souvenir de qui il est vis-à-vis de l'étudiante, quels que soient les comportements de l'étudiante. L'enseignant, c'est celui qui lui passe le savoir, celui qui doit incarner devant elle de grandes valeurs morales, celui qui est en mesure de lui enseigner ses valeurs morales. Si un enseignant se sent harcelé, d'abord, il y a une attitude qu'il doit observer en permanence, c'est celui de la résistance. Parce que c'est lui qui est en position d'autorité, c'est lui le premier qui doit résister, celui qui a le devoir dans tous les cas de résister, c'est l'enseignant. L'enseignant résiste, l'enseignant trouve les mots pour remettre l'étudiante à sa place, et si ça dépasse certaines limites, l'enseignant peut aller voir l'autorité, peut aller voir le recteur et lui dire, il se passe quelque chose avec l'une de mes étudiantes, je vous sollicite, je voudrais qu'on en parle. Et donc, il n'est plus seul. Il doit en parler. De la même façon qu'on demande aux étudiantes, parlez-en. Quand vous êtes harcelé, si c'est ainsi, s'il se sent si harcelé que ça, si ça dépasse sa capacité à pouvoir dire à l'étudiante, écoutez, je suis votre enseignant, vous êtes mon apprenante, chacun doit rester dans son rôle, je vous invite à, etc. Mais qu'il aille voir, le recteur qu'il aille voir, l'autorité supérieure de l'université, de l'école, etc. Mais pourquoi je dis ça? Je dis ça parce que en matière de harcèlement sexuel, où l'enseignant, le formateur, est celui qui a le pouvoir d'autorité, le pouvoir disciplinaire, celui qui a le pouvoir d'évaluation de l'étudiante, tout ça, il n'y a pas d'excuse de provocation qui puisse justifier quoi que ce soit. Il n'y a pas de je n'ai pas pu résister à mon instinct, c'est sa faute, ça je peux être trop courte. La chair est faible? Non, la chair, surtout pas. Surtout pas. Ce n'est pas, comment dirais-je, ce n'est pas, il n'y a pas de justificatif à la non-résistance à un enseignant à ce genre de situation. Madame, un cas d'espèce, pas en milieu universitaire, mais qui peut rapidement s'étendre dans le milieu universitaire. Une jeune fille qui s'est prise d'un jeune homme, d'un enseignant, mais la femme n'est pas une étudiante. Et les parents n'ont pas voulu. Elle a dit, si vous ne l'acceptez pas, je vais me tuer. Et elle pleurait à chaudes larmes. Elle dit que c'est lui ou c'est rien. Et elle est prête à aller au pire. Si ça survient en milieu universitaire, ou bien on remet ça à la fin pour des cas pratiques. Bon, on peut. Ce qui est sûr, c'est que la menace de se suicider d'une étudiante qui serait éprise d'un enseignant ne peut pas être une cause d'ouverture, comment on va dire, ou de création de conditions spécifiques pour cet élève. C'est un cas qui doit faire l'objet d'une consultation psychologique. C'est un cas qui appelle la responsabilité parentale, qui appelle la responsabilité à l'université et qui demande que cette étudiante soit prise en charge psychologiquement, qu'elle soit encadrée et que on la ramène à comment dire, à qu'on l'aide en fait à guérir, si je puis ainsi dire. C'est aussi pour vous voyez que ça peut tourner très mal. C'est pour ça que, comme je vous disais tout à l'heure, les liaisons amoureuses entre étudiants et enseignants sont interdites. Parce que ça fait déplacer l'enseignant de son rôle,
vers un autre rôle. Vous ne pouvez pas évaluer en toute objectivité votre amoureuse, si je puis ainsi dire. Ce n'est pas sain, ce n'est pas possible. Vous ne pouvez pas être objectif. Et ça entraîne d'autres conséquences. L'étudiante brillante, qui est intelligente, qui peut-être réussissait tranquillement par sa propre intelligence avant de tomber amoureuse de cet enseignant, vous pouvez être sûr qu'elle-même va commencer à douter en quelque sorte de son intelligence. Vous pouvez être également sûr que lorsque c'est su dans un amphithéâtre, tous ses camarades, tous les autres étudiants, on va dire, se font immédiatement une autre opinion de cette étudiante. Ils disent de toute façon, c'est parce que tu es la nana du prof qu'on sait comment tu as tes bonnes notes. Donc c'est comme ça que tu obtenais tes bonnes notes. Donc vous voyez que celui qui en souffre le plus, la personne qui en souffre le plus, c'est l'étudiante. Sans compter que dans une relation amoureuse, il y a des hauts, il y a des bas, il y a des humeurs. Ça voudra dire que celui qui est en charge de l'évaluation de cette étudiante peut l'évaluer ou va l'évaluer selon la température de leur relation. C'est pour ça que c'est interdit. Donc si au départ tout le monde sait, toutes les différentes parties savent que c'est interdit, on n'ira pas jusqu'à ces extrémités. C'est là que la prévention a un rôle extrêmement important à jouer. Aujourd'hui, Madame la ministre de l'Enseignement supérieur de la recherche scientifique avait fait l'année dernière une tournée dans les 4 universités qui ont montré que très peu d'étudiants étaient vraiment au fait des textes de loi, etc. Et même récemment, la semaine dernière, la semaine sur dernière, l'Institut national de la femme s'est joint au ministère de l'Enseignement supérieur de la recherche scientifique dans une campagne de sensibilisation que le ministère avait menée sur les questions de santé sexuelle et de la reproduction. Et l'INF en a profité pour faire donc une sensibilisation sur le harcèlement sexuel. Et on s'est bien rendu compte de ce que les étudiants ne connaissaient pas les textes. Donc, il y a des mesures de prévention extrêmement importantes à prendre. De la prévention à l'égard des étudiants, de la prévention à l'égard des enseignants, de la prévention à l'égard du personnel administratif, du personnel de soutien, etc. Et cette prévention-là va consister en fait à dire qu'il y a une loi, à expliquer, à la lumière de la définition que j'ai donnée tout à l'heure, quand est-ce qu'il y a harcèlement sexuel pour pouvoir le distinguer des autres violences sexuelles sur lesquelles il faut également faire de la sensibilisation parce que tout est lié en fait. C'est le patriarcat qui est encore ancré dans notre société, dans nos communautés, qui s'invite dans le harcèlement sexuel en milieu universitaire. Donc il faut faire de la prévention, que les enseignants sachent qu'est-ce qu'ils peuvent faire, qu'est-ce qu'ils ne peuvent pas faire, quelles sont les limites de leur relation avec les étudiants. Et moi, je pense même qu'il faut aller jusqu'à en faire un peu comme une formation avant même que l'enseignant ne commence sa mission dans les universités. Qu'il soit établi, peut-être par une formation en ligne, dont chaque étape va être validée jusqu'à ce qu'une attestation établissant que l'enseignant a été informé. Parce qu'il y a aussi le devoir d'informer l'enseignant. Pareil pour, si c'est sur le site universitaire, le site web des universités, site internet des universités, que ça doit être inscrit, affiché, vraiment des informations précises, que même une formation puisse être, ou un guide puisse être établi à l'attention des étudiants, des enseignants, que ça soit affiché à l'intérieur des universités pour que tout le monde sache ce que dit la loi, ce qui est interdit, ce qui n'est pas permis, ce qui est réprouvé et comment c'est puni, quelle sanction est encourue. La prévention est absolument nécessaire.
Alors, Madame la secrétaire exécutive, comment contrôler les relations entre des adultes consentants? Alors, s'il y a une chose qui est sûre, la loi ne va pas, le recteur, l'INF, tout ça, on ne va pas courir derrière, on ne va pas engager des détectives pour voir comment les adultes, qui ce soit des étudiants, des enseignants, entre eux se comportent à l'ombre de ce qui se passe dans leur vie privée, les week-ends et autres. Mais à partir du moment où ça rentre sous le coup de la loi et que c'est établi, ça va être contrôlé. Si, je parle par exemple de la question des liaisons amoureuses, si un enseignant s'éprend de son étudiante, il doit savoir que si c'est le cas, la relation pédagogique sera, il sera mis fin à la relation pédagogique. Ça veut dire qu'il ne peut pas être l'enseignant de cette étudiante-là. Il peut aller dans une autre faculté, il peut aller dans une autre école ailleurs, mais il ne sera pas l'enseignant de cette jeune fille. Il va devoir signaler cela, parce que s'il ne le signale pas, quelqu'un d'autre va pouvoir, on peut dénoncer cela, n'est-ce pas? Il doit le signaler et dire, bon, j'ai une relation, si il estime que c'est une relation sérieuse, et on le déplacera de là. Mais l'existence de la relation amoureuse est interdite. Si elle est signalée, si l'enseignant prend le devant de bonne foi, le signale, il sera mis fin automatiquement à sa relation pédagogique avec l'étudiante concernée. Il peut enseigner les autres, mais pas elle. Donc, voilà comment il faut, c'est-à-dire il faut se comporter. Si on ne veut pas être sous le coup de la loi, voilà l'autre alternative que l'on a. Sinon, c'est interdit. Si ce n'est pas signalé avant, que c'est dénoncé par la suite, eh bien, les sanctions vont tomber. Mais lorsque ça devient sérieux, lorsque l'enseignant va déclarer cela de façon officielle et dit que c'est sérieux, une relation sérieuse, c'est que la relation amoureuse a déjà commencé. Oui, la relation amoureuse a déjà commencé. C'est pour ça que dès que l'information est donnée à l'autorité de l'université, l'autorité doit lui changer comment on dit ça, de faculté, d'amphithéâtre. Lorsqu'il n'y a pas d'autre solution pour lui? Il y aura toujours une solution. Peut-être que ça, c'est du ressort du ministère de l'Enseignement supérieur et je ne sais pas trop comment ça se passe, mais ce qui est sûr, c'est que le lien... Vous êtes enseignant de physique, par exemple, nucléaire, et vous êtes le seul à même d'enseigner cette matière-là, et vous êtes épris de votre étudiante. Et soit on enlève l'étudiante, soit on vous enlève de cette faculté. On ne va pas enlever l'étudiante. L'étudiante est venue recevoir le savoir. Donc ce n'est pas l'étudiante qui va... On ne touchera pas à l'étudiante. C'est à l'enseignant qu'on touchera. Et s'il n'a pas la possibilité d'enseigner cette formation... S'il ne peut pas l'enseigner à l'université, il l'enseignera ailleurs. Où ses compétences seront seront utilisées dans un autre cadre. Mais il ne sera pas l'enseignant de cette étudiante. Je ne suis pas en mesure de vous dresser toutes les solutions qu'on y apportera, mais ce qui est sûr, c'est que ce n'est pas l'enseignante qui va bouger, c'est lui qui va bouger. Parce que l'enseignante, elle est venue pour recevoir l'enseignement. Et l'enseignement qu'elle est venue recevoir ne doit pas être troublé par une relation amoureuse. N'est-ce pas? Cela veut dire que, en tout cas, c'est lui qui est à l'origine de la situation, il va subir. Oui, puisque c'est pour ça que la loi assimile cela, estime que de rechef, c'est né d'un harcèlement sexuel. Pourquoi? C'est à cause du pouvoir, c'est une relation de pouvoir qu'il y a entre un enseignant et une étudiante. C'est clair. Et la liaison amoureuse crée un conflit d'intérêts et biaise l'objectivité dans l'évaluation. Et ça crée une ambiance de nature à perturber l'étudiante dans son
dans son cursus. C'est pour ça que c'est assimilé à du harcèlement sexuel et que l'âge adulte, à ce moment-là, la majorité n'intervient pas. Madame, était-il vraiment nécessaire de légiférer de façon spécifique sur le harcèlement sexuel et particulièrement viser les enseignants? Oui. N'est-ce pas exposer l'enseignant? Non, ce n'est pas... Le harcèlement sexuel dans le sens contraire, enseignante, étudiant, c'est minime. Ça ne se rencontre pas comme ça. Mais les enseignants là sont complètement exposés. Pourquoi avoir légiféré, notamment sur... Je voudrais attirer votre attention sur quelque chose. Quand je lisais la loi tout à l'heure, vous avez vu qu'on a parlé d'ascendant légitime. Oui. Les cas dans lesquels le harcèlement sexuel est puni plus sévèrement, vous avez vu qu'il y a deux sanctions, deux niveaux de sanctions. Le harcèlement sexuel qui est commis par un ascendant légitime, naturel ou adoptif de la victime, ou par un enseignant ou un formateur sur son apprenant, ou commis sur un mineur. Vous voyez donc, on n'a pas ciblé exclusivement l'enseignant. Ensuite, quand on a dit enseignant ici, c'est vraiment ça peut être, c'est un enseignant, ça peut être, voilà, on a dit enseignant ou formateur et son apprenant. Mais c'est vrai que le cas pandémique, c'est celui de l'enseignant du sexe masculin sur l'apprenante du sexe féminin. Et pourquoi? Même, c'est-à-dire, il ne faudrait pas vivre cela ou considérer cela comme une chasse ou une stigmatisation de l'enseignant. C'est la fonction de l'enseignant qui est visée ici et non pas la personne de l'enseignant. La fonction de l'enseignant, vous vous rendez compte que de l'avenir des étudiantes à un niveau donné dépend justement le bon vouloir, si je peux ainsi dire, ou en tout cas la nature crédible, fiable ou non de l'enseignant. C'est tellement délicat. Parce que, surtout aujourd'hui où c'est vraiment des enfants de 16 ans, 17 ans, on ne va pas les punir parce qu'ils sont brillants et qu'ils ont fini tôt. S'ils arrivent à l'université, on leur doit le même respect, on leur doit la même dignité qu'une étudiante qui a déjà 27, 28 ans. C'est extrêmement important. Parce que, vous savez, les étudiants admirent leurs professeurs. Les étudiants se projettent à travers leurs professeurs. Les étudiants boivent à la source du savoir que l'enseignant leur apporte. Donc, ils sont vulnérables. Celui qui prépare un mémoire, imaginez le poids de l'influence de son professeur de mémoire sur la suite, sur le mémoire lui-même et sur la suite. C'est tellement fort que c'est pour ça que tant que les étudiantes sont encore à l'université, elles ont peur de dénoncer, elles ont peur de porter plainte parce qu'elles se disent, mais mon avenir est foutu. C'est aussi ça qui fait que parfois vous allez entendre une étudiante dire, ce professeur-là, tant qu'il sera là, moi je suis bloquée. Ce n'est que le jour où il partira que je pourrai finir mes études. Ou alors à un moment donné, comme elle ne peut pas souhaiter qu'il ne soit plus là, elle abandonne carrément ses études. Ou elle va dans une autre école. Ce n'est pas normal. Donc c'est la fonction. Nous tous, nous savons que la fonction d'un enseignant, c'est pratiquement un sacerdoce. Vous devez être crédible. Vous devez être un modèle. Et c'est parce que vous devez être un modèle que la loi est sévère vis-à-vis de vous. Parce que la place que vous occupez fait que quand vous causez un dommage, c'est un dommage fatal, c'est un dommage profond. Donc, vous ne pouvez pas jouer ce rôle-là et être en même temps celui qui joue avec les sentiments de l'étudiante. Vous quittez votre rôle, vous rentrez dans un autre rôle, vous embrouillez l'étudiante et vous la mettez en état d'alerte. Ça veut dire que si vous entretenez une relation comme ça, l'étudiante qui sait que c'est vous qui allez l'évaluer
va être tout le temps, ah, il ne faut pas qu'il soit fâché. C'est un engrenage dans lequel il ne faut pas permettre que les étudiantes entrent. Oui, mais dans le cas où un professeur, un enseignant harcèle son étudiante, l'étudiante se retrouve généralement dans deux situations. Soit accepter, et c'est un acte d'immoralité, l'étudiant le sait, l'étudiante le sait, et cela va la suivre, elle deviendra la risée de tout le monde, jusqu'à ce que l'enseignant l'abandonne en chemin, ou elle refuse, et bienvenue les représailles. On dit même que si elle change de faculté, si elle change d'école, les loups ne se mangent pas entre eux et ils vont se transmettre les messages. Et ils se soutiennent entre eux. Dans ce cas, que fait l'étudiante? Alors voilà, cette expression « les loups ne se mangent pas entre eux », je l'ai entendue lors de la tournée à laquelle j'ai participé aux côtés de Madame la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique il y a 2 semaines. Quand j'ai fini mon exposé sur le harcèlement sexuel, il y a une étudiante qui a levé le doigt et qui a dit « Mais Madame, c'est beau tout ce que vous dites là, mais les loups ne se mangent pas entre eux. » J'ai suivi la scène, le vice-recteur secouait la tête et disait « Non, 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 rassurez-vous. » Mais elle a dit « Les loups ne se mangent pas entre eux, précisément. La loi, c'est parce qu'on a suffisamment entendu ce genre de choses que la loi est venue et que la loi est devenue encore plus sévère. » L'Institut national de la femme, au cours de cette tournée et sur ce plateau, pour lequel vous m'offrez l'occasion de m'exprimer, a invité et invite les étudiantes qui sont harcelées à saisir l'Institut national de la femme sur le numéro que j'avais donné et que je redonne aujourd'hui. Nous avons un numéro WhatsApp, c'est très simple. 51 07 88 88. Envoyez-nous, saisissez-nous. Message verbal, message écrit, votre numéro de téléphone. Nous allons vous contacter. Nous savons que dans cette question, il y a l'épineuse question de la confidentialité. Parce que les étudiants nous disent, elles nous disent, mais qui est fou? Tant que je suis dans l'université là, comment voulez-vous que je parle à visage découvert? Nous avons dit que nous acceptons que les étudiantes nous saisissent et que nous nous entretenions avec elles, que nous les accompagnions dans la confidentialité. Même au niveau des procédures qui sont engagées dans les universités, la procédure, faire une enquête interne, mettre sur pied une commission d'enquête, ensuite un conseil d'éthique, etc. Jusqu'à un certain niveau, aussi longtemps que cela est possible, cet anonymat est conservé pour permettre de recueillir le témoignage des étudiantes, bien sûr leur identité, tout ça dans le cadre de l'audition au niveau des enquêtes et autres. Elle est connue de nous aussi, mais elle n'est dévoilée que elle ne pourra être partagée, par exemple, que dans le secret de l'instruction qui a lieu au niveau de la criette. Et nous avons déjà eu, il y a déjà eu 3, je crois, c'est la 3e décision de justice de la criette qui est rendue, où on voit le nom de l'enseignant, mais où on ne voit pas le nom des étudiantes ou de l'étudiante qui a porté plainte. C'est comme ça que ça se passe. Mais aujourd'hui, nous voulons que les étudiants sachent que pour celles qui ne veulent pas dénoncer, se plaindre à visage découvert, qu'elles seront protégées, qu'elles seront accompagnées. Leur dire aussi qu'elles seront accompagnées psychologiquement. Leur rappeler qu'au niveau de l'UAC, par exemple, il y a l'observatoire sur le genre. Et même dans les autres universités où il n'y a pas encore l'observatoire sur le genre, il y a des personnes de référence dont les contacts, les noms sont portés à leur connaissance, et leur dire que ce qu'elles veulent préserver, ça leur sera garanti. Mais il faut dénoncer. Je vous conjure,
je vous appelle, je vous encourage fortement à dénoncer. Quand vous allez dénoncer, vous ne serez pas seul. On sera à vos côtés, on va vous accompagner. Parce que c'est le silence prolongé qui fait que le phénomène fleurit, que le phénomène continue de se répandre. Et vous verrez que quand vous allez commencer à dénoncer, quand les sanctions, les décisions de justice qui tombent vont permettre que d'autres qui vivent la même souffrance que vous en silence vous emboîtent le pas. Et c'est ça qui permettra aussi d'avoir des décisions dont on sait que quand la justice frappe, ça a nécessairement un caractère dissuasif. Ça a un caractère dissuasif et ça va permettre de faire reculer progressivement et de finir par endiguer ce mal. Madame, il y a le poids sociologique. Vous êtes certainement harcelé par votre enseignant. On frappe l'enseignant, la justice frappe. Tout le monde sait qu'il a été frappé pour harcèlement. Il est même radié de l'effectif de la fonction publique ou de l'université. Et désormais, plus aucune autre école universitaire ou centre de formation ne veut de lui. On dira, c'est vous qui avez détruit l'avenir de cet homme. Et rapidement, on peut avoir votre nom partout. Le poids sociologique. Oui, ça, au plan sociologique, il faut qu'on guérisse de quelque chose. Vous voyez, quand un homme, parfois même, c'est ahurissant. Vous avez un homme de 40 ans qui viole une fille de 7 ans. On poursuit. Ça, c'est une maladie. On poursuit. Vous avez dit que c'est une maladie, n'est-ce pas? Attendez, je n'ai pas fini. On poursuit l'auteur. Toute la famille vient et demande à la maman, aux parents de la petite qui a été violée, de ne pas aller en justice avec ça. Il faut que ça reste entre nous. Le parent persiste. Nous avons eu un cas comme ça où nous avons dit aux parents, dites-leur que ce n'est plus dans vos mains, c'est dans les mains de l'INF. Dites-leur que ça vous a échappé. Vous n'avez même plus de pouvoir. Que même avec ces supplications-là, l'INF veut continuer. Le procureur a dit qu'il continue. Et l'INF va continuer. L'INF va continuer, bien sûr. Ça, c'est clair. Vous savez ce qui se passe? C'est que les parents continuent d'accuser les parents de cet enfant d'être ceux qui ont mis leur frère, leur mari en prison. Pourquoi est-ce que dans notre sociologie, on ne peut pas voir tout simplement que c'est l'acte du cousin, du mari, qui l'a conduit en prison? C'est ce qu'il a fait qui le conduit en prison. Ce n'est pas l'intervention des parents de la victime qui le conduisent en prison. C'est son acte. C'est l'acte répréhensible qu'il a commis qui le conduit. Donc c'est lui-même qui se conduit en prison. C'est pour ça que, normalement, dans notre sociologie, aucun professeur ne devrait pointer du doigt l'étudiante. Je sais que l'INF va être pointé du doigt. Je parle surtout de l'étudiante. Mais sinon, ni l'INF, ni l'étudiante, surtout pas l'étudiante, ne devrait être pointé du doigt pour avoir emmené un professeur en prison, avoir détruit sa carrière. C'est lui-même, ayant conscience de qui il est, de sa fonction, de ce qu'il est censé apporter à l'étudiante, c'est lui-même qui a œuvré à sa propre destruction. Il faut qu'on ait l'honnêteté, on va dire, sociologique, de tirer cette conclusion-là. Il faut qu'on guérisse de ce truc où on met toujours les choses sur les dos des autres et où on refuse de regarder les choses en face. Alors, Madame Huguette Bokoye-Akadia, vous avez demandé aux étudiantes, aux victimes de dénoncer, mais une chose est de dénoncer, une chose est de pouvoir prouver ce que l'on dénonce. Comment réunir les preuves? Je pense qu'aujourd'hui, les preuves ne sont pas trop difficiles. Il y a au moins, en tout cas, un instrument de preuve qui est imparable, c'est les messages WhatsApp. Parce que le message WhatsApp, il y a le nom de la personne qui l'a envoyé, il y a la date, il y a l'heure.
Donc, le réflexe qu'il faut avoir, c'est de conserver ces messages-là. Tous les messages fleuris qui vous ont été envoyés tous les matins, alors comment tu vas, ma fleur, j'aime tes lèvres lipues, j'aime, tu as des yeux de biche, ma biche, etc. Il faut les conserver. Les messages qu'on vous envoie, les vidéos à caractère pornographique, les images suggestives, les photos de seins où on vous demande de vous identifier, tout ça là, il faut conserver précieusement. Parce que, effectivement, nous sommes dans un domaine où la loi n'invite pas à l'injustice. Et l'INF ne se fera pas complice d'une injustice. Les enquêtes, déjà les enquêtes qui sont menées au niveau de l'université, puisque en général, il est prévu qu'il y ait une enquête à l'interne. Ça doit être impartial, ça doit être approfondi, ça doit établir les faits. Donc, c'est pour ça qu'on a besoin du témoignage des étudiants. Donc, vraiment, il faut établir les choses en toute équité, en toute objectivité, en toute impartialité. Et quand c'est établi, si la sanction disciplinaire tombe et qu'on décide que c'est si grave qu'il faut saisir l'INF, ou si l'INF découvre, l'INF va s'auto-saisir. L'INF n'attendra pas nécessairement qu'on le saisisse. L'INF va aller à la recherche. Si l'INF entend quelque chose, l'INF va s'impliquer, va demander qu'on recherche, va utiliser tous ses moyens pour que ça soit établi et va aller en justice. Donc, c'est vrai qu'il faut l'établir. On peut le faire par des témoignages. D'ailleurs, il faut inclure les témoignages déjà dans l'enquête interne qui est menée. Et il faut donc, sur la base de ces preuves-là, il faut se préconstituer des preuves. Et puis, il ne faut pas se taire. Parce que parfois, c'est ne pas se taire, en parler à quelqu'un qui va devenir l'élément de preuve. Parce que celui à qui on en a parlé, il va, on espère, avoir l'honnêteté de dire « elle m'en a parlé ». Certains enseignants, pour casser justement l'affaire de les loups ne se mangent pas entre eux, si un enseignant, si une étudiante va se confier à un enseignant pour lui dire « tel autre enseignant me harcèle », c'est le devoir de l'enseignant d'aller voir son collègue et de lui dire, déjà à la fille de l'encourager à dire non, à dénoncer, de voir son collègue, je n'apprécie pas, j'apprends quelque chose, je n'apprécie pas. C'est cette solidarité-là qu'il doit y avoir entre les enseignants. Parce que l'affaire d'enseignement, là, ça s'imprime définitivement dans la mémoire et dans comment on formate, on forme. Et quand on forme, on laisse une trace. C'est ça même qui fait qu'on se souvient d'un enseignant. C'est la trace qu'il a laissée. Il ne faut pas que les enseignants laissent des traces négatives. Donc, il faut donc se préconstituer des preuves, en parler, ne pas se taire, enregistrer. Moi, je dirais même que dès l'instant où c'est vrai, il faut le dire, dès l'instant où une étudiante sent que c'est pas clair, déjà, il faut qu'elle évite d'aller seule. Si le professeur l'invite, franchement, c'est bon de se faire accompagner. Si le professeur insiste, enregistrer discrètement ce qu'il va dire. Et si, dès qu'il y a qu'elle se sent en danger, que le professeur, par exemple, ferme la porte, il faut qu'elle commence à réagir aussitôt. Donc, oui, c'est vrai que c'est délicat, mais il y a des moyens de se préconstituer des preuves, surtout avec les téléphones portables, c'est vraiment le moyen de preuve par excellence. C'est aussi, parce que c'est aussi le moyen par lequel le harcèlement sexuel commence à se commettre le plus facilement. Maintenant, il peut y avoir des situations où peut-être elle est seule, elle n'a pas son téléphone ou quelque chose. Il faut crier qu'on vous entende. Criez qu'on vous entende. Ainsi, il y aura quelqu'un qui vous aura entendu dehors. Parfois,
dans cette situation-là, il ne faut pas craindre que, on va... Non, qu'on vous entende. Parce que vous, il faut résister, il faut dire non. Et ensuite, vous allez vous plaindre. Qu'on vous entende si on doit vous entendre. Madame... Encore une fois, j'insiste à chaque fois pour dire que on ne fait pas la guerre aux professeurs, mais on fait la guerre aux déviances observées dans l'exercice de la fonction. Quand on sait les dégâts que ça cause, quand on sait les blocages que ça cause, les freins, le dégât que ça cause dans le parcours des étudiantes. L'égalité de traitement, l'égalité de chance, d'opportunité, ça commence à l'école. Madame, c'est clair donc que si vous voulez être enseignant dans nos écoles, dans nos universités, si vous êtes formateur, c'est désormais clair, si vous ne pouvez pas respecter ces normes-là, mieux vaut ne pas y aller. Absolument. Mais la béninoise, l'africaine, vous allez m'en excuser, les téléspectateurs et auditeurs qui nous suivent ici aussi, elle n'accepte pas au premier coup. Donc, il faut insister. Parce qu'elles disent, non, il n'est même pas persévérant. Moi, j'ai dit non une seule fois, elle essayait, il est parti, il a relâché, il n'est pas courageux. Mais à partir de ce moment, la répétition est vite constituée. Et l'étudiante, parce que l'enseignant peut être sérieux. Et là, l'épreuve de harcèlement, un règlement de compte est vite arrivé. J'ai souvent entendu ça, j'ai lu ça. Excusez-moi, mais pour moi, ce n'est même pas sérieux du tout. C'est ça. Vous savez, on était, comment dire, le nom d'une femme. Ça, comment dire, la lecture, l'interprétation du nom d'une femme, pour moi, c'est tellement clair. Déjà, en milieu, comme nous sommes en train de le dire, ce n'est pas un milieu dans lequel on exerce son pouvoir de séduction et où on se met à analyser la nature coquine ou la nature péremptoire d'un nom. Moi, je pense que les femmes savent exprimer leur nom. Un nom, c'est un nom. Si vous pensez que ce nom-là était un nom coquin, franchement, restez tranquille. C'est la femme même qui va peut-être revenir vers vous. Des circonstances vont se créer où vous vous rendrez compte que bon, c'était un nom coquin, mais soyez sérieux. Si vous commencez à faire des avances à une étudiante, qu'elle vous dit non, considérez que c'est un non et faites vite demi-tour. Parce que déjà, ce n'était pas le lieu de le faire dans le milieu estudiantin, mais si surtout elle vous dit non, même si son silence seul doit être interprété comme une gêne et sous-entendu un non, et considéré comme tel et respecté. Cet argument pour moi n'est pas valable. Moi je crois que, comme je disais tout à l'heure, c'est aussi cet instinct patriarcal qui s'invite dans les attitudes et le comportement de certains enseignants. Dieu merci, tous les enseignants ne sont pas comme ça. Oh non, loin de là. Il y a plein d'enseignants qui sont des gens dignes. Nous parlons des enseignants qui versent dans la prédation. Donc cet argument-là, moi, je le rejette, mais catégoriquement. Nous allons revenir un peu sur la procédure pour dénoncer les cas de harcèlement sexuel en milieu universitaire. Vous avez donné un numéro, mais si pour des situations données, la victime n'est pas capable d'envoyer un test sur le numéro, par exemple, dites-nous par quelle autre procédure elle peut quand même réussir à dénoncer cet acte qu'elle subit. Bon, à mon avis, quand même, nous l'avons expérimenté. Si nous avons créé ce numéro, si nous avons prévu ce numéro WhatsApp, c'est parce que nous nous sommes rendus compte que nous avons décidé d'aller à la rencontre des plaignantes là où elles sont limitées. Vous voyez, toutes les plaignantes ne peuvent pas envoyer une plainte par email. Toutes les plaignantes ne peuvent pas se déplacer.
celle qui est à Parakou ne va pas se déplacer pour venir à Cotonou déposer plainte à l'INF. Mais on s'est rendu compte que même une femme qui n'a pas elle-même un téléphone a une voisine, une cousine, un ami qui a un téléphone portable, Android, avec WhatsApp. Donc on s'est rendu compte que WhatsApp, c'est la voie de l'alerte la plus répandue, la plus accessible. C'est pour ça que nous avons prévu, il y a d'autres systèmes, il y a les lignes vertes, on va installer par la suite une ligne verte, mais le WhatsApp marche fort. Et donc nous nous sommes dit, si on ne peut pas utiliser les autres moyens, au moins un message WhatsApp. On a reçu des plaintes par des femmes qui ont demandé à leur voisine, prête-moi ton téléphone. Donc, je parle dedans. Elle parle dedans et c'est la voisine maintenant qui nous dit, voilà, ma voisine a tel problème. Et c'est comme ça qu'on arrive à atteindre l'autre. Donc, honnêtement, cette voie-là, c'est la voie vraiment la plus accessible. Et nous invitons vraiment les étudiantes à vraiment nous saisir, à se confier à nous en toute sérénité, en toute confiance. On ne va pas les laisser, on va s'occuper d'elles, on va les écouter, on va les conseiller. Et ce qui est formidable aussi, c'est que dans toutes les universités, il y a au moins une personne à qui on peut se confier. Et j'ai suivi avec le dossier des enseignants de l'ENEAM qui était sur tous les réseaux il y a quelque temps. J'ai bien suivi, c'est-à-dire qu'il y a une procédure. Au niveau interne, il y a au moins une personne qui a une référente que les étudiants saisissent. Et puis il y a un rapport qui est fait. Il y a une commission qui est mise en place par le recteur. La commission siège, écoute tout le monde, fait son rapport. Ensuite, il y a un conseil d'éthique qui siège et qui maintenant confirme que les faits sont établis, propose des sanctions. Les sanctions sont prises par l'administration de l'université. C'est porté au niveau du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique qui aussi à son niveau agit. Donc c'est organisé. Dans le cas des enseignants de l'ENEAM, des 3 enseignants de l'ENEAM qui sont poursuivis, l'Institut national de la femme a été saisi par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Et l'Institut maintenant a à son tour transmis le dossier à la CRIET en se constituant partie civile. Et la CRIET, après avoir examiné le dossier, a estimé qu'il fallait lancer une enquête. Donc le dossier est en instruction. Donc il faut nous saisir par toutes les voies que sur le numéro WhatsApp d'ailleurs, systématiquement quand on nous appelle, nous avons un message qui est tout près, qui indique le siège, qui donne le numéro. Il y a aussi un autre numéro local, mais c'est le numéro INF qui est le plus efficace. Le siège a indiqué, l'adresse email à laquelle on peut saisir l'INF est indiquée. Ce qui fait que même si on ne veut pas écrire, qu'on ne peut pas écrire, on vient. Nous recevons toutes les personnes qui viennent. Nous recevons même des personnes qui viennent pour des cas qui ne sont pas du ressort de l'Institut. Mais on ne les laisse jamais partir sans les avoir conseillés, sans les avoir réconfortés et accompagnés, conseillés, orientés. Puisque nous sommes dans le milieu universitaire, quelle est la responsabilité des autorités des universités? Cette responsabilité est celle dont je vous ai parlé. Il y a la prévention. Et c'est ça qui se manifeste par les campagnes, les visites, les tours que le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique organise. Et l'INF va lui emboîter, après la première expérience d'il y a 2 semaines, l'INF va rentrer aussi dans son agenda de campagne, de sensibilisation, de rencontres, aussi bien avec les enseignants d'un côté, le personnel administratif, les étudiants, chaque catégorie avec le message qu'il faut, avec les outils qu'il faut. Donc, prévention, dénonciation, accompagnement, l'écoute des plaignantes. Ensuite, diligenter une enquête en interne, mettre sur pied donc les commissions
et enclencher la procédure. S'il y a une mesure, quand les faits sont établis, il y a d'abord une première mesure conservatoire qu'il faut prendre, c'est suspendre. L'enseignant. Il faut suspendre l'enseignant. C'est la mesure provisoire, conservatoire qu'il faut, parce qu'il faut que, comment je vais dire, la fonction dans l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, il faut que cette fonction cesse provisoirement en attendant de poursuivre les procédures. Ce n'est pas de la méchanceté, c'est dans l'ordre des choses. Ce n'est pas de l'acharnement, mais n'est pas enseignant qui veut. Ah oui, l'enseignant bâtit l'apprenant. Il le bâtit, il le forge, il le moule. Un architecte humain. Ah oui. Donc il faut qu'on revienne aux fondamentaux du rôle de l'enseignement, du rôle de l'enseignant et de la place de l'enseignant. Je comprends l'impératif de la décision, mais suspendre l'enseignant, ça aura un impact sur les autres étudiants puisque le cours est interrompu. Quelqu'un d'autre va prendre sa place. Vous vous rendez compte, un enseignant harceleur qui continue tranquillement de donner un cours, c'est pas normal. Une enquête interne est entamée contre lui et vous voulez que tranquillement on le laisse continuer? C'est de la pagaille. Ça va être terrible. D'abord, ça prive l'étudiante en question de la possibilité de venir au cours. Elle ne viendra pas. Parce qu'elle n'est pas en sécurité. Le seul moyen de la mettre en sécurité, c'est de suspendre l'enseignant. Elle n'est pas en sécurité. Et elle a primauté. C'est le lieu où elle est venue recevoir le savoir. Et donc, on doit préserver sa sérénité. Ce serait immoral, indécent que de laisser... C'est pour ça que j'ai dit, quand les faits sont établis, il serait indécent de laisser l'enseignant continuer d'enseigner. Madame, est-ce qu'il n'y a pas possibilité de négociation à l'amiable lorsque une étudiante dénonce un enseignant pour faire du harcèlement? Est-ce qu'il y a possibilité d'appeler l'enseignant, l'administration qui appelle l'enseignant et lui demande tranquillement d'arrêter? Il prend l'engagement d'arrêter et il a arrêté. Et c'est terminé. Ça dépend. Ça dépend. Si l'étudiante est venue se confier à vous en vous disant, il y a un professeur dont le comportement, je ne suis pas à l'aise avec lui. J'ai observé la dernière fois qu'il a dit telle chose ou il m'a dit telle chose. Là, on peut appeler l'enseignant et lui, comment dirais-je, lui adresser un avertissement et lui dire, attention, telle situation nous a été rapportée. Ça ne marche pas. Ne faites pas ça, ce n'est pas bon. Nous vous prions de bien vouloir y mettre fin immédiatement. Ça dépend. Vous voyez, si c'est ce que l'étudiante est venue dire, c'est une chose. Mais des personnes de référence nous ont dit qu'une étudiante est venue. Qu'est-ce qui se passe? Elle n'a même pas encore commencé à parler, qu'elle s'effondre en larmes. Là, vous devez savoir, quelle que soit toute la pudeur qu'elle utilise pour vous dire ce qui s'est passé, toute la peur avec laquelle... Parce qu'elle va vous dire ça et l'instant d'après, elle va vous dire, mais non, je suis venue vous dire ça seulement. Même le fait de vous avoir parlé, ça m'a déjà fait du bien. Mais quand vous l'avez vue rentrer, s'effondrer alors qu'elle n'a pas encore prononcé un mot, sachez qu'elle est déjà profondément atteinte. Et donc, selon ce qui est rapporté, le texte est là, parce que c'est le texte qui nous guide tous. Selon ce qui est rapporté, et si c'est plus d'une fois, nous sommes déjà dans le harcèlement sexuel. Et il appartient à la personne de référence d'apprécier. Mais surtout, la personne de référence, il lui a demandé de faire un rapport circonstancié, parce que ce n'est pas encore elle qui juge.
elle fait un rapport circonstancié. Et dans le rapport, si l'étudiante s'est effondrée avant même de parler, il est important de dire dans le rapport que l'étudiante s'est effondrée avant de parler. Parce que ça permet de savoir quel est le niveau de l'atteinte psychologique de l'étudiante et peut-être immédiatement de la faire accompagner avec un psychologue ou quelque chose. Parce que c'est quand on s'effondre comme ça, c'est que c'est déjà loin. L'atteinte là, elle est déjà... et donc, la personne est venue dans un peu comme si vous étiez son dernier recours. Donc, elle a bravé toutes les peurs et autres, elle est venue vous dire. Mais elle n'a pas fini de braver les peurs parce que parfois, après vous avoir dit ça, elle se rétracte et dit, mais je suis venue vous dire ça seulement. Donc, voilà Oui, madame, comment parfois ça se passe. Comment saurez-vous déceler les cas de méchanceté gratuite? Parce que des étudiantes peuvent être animées de mauvaises intentions et en l'absence de harcèlement, elles essaient par des truchements, par ces esprits-là de faire des dénonciations gratuites. Mais oui, c'est là où les étapes d'enquête, la première commission qui écoute, ensuite qui fait son rapport, qui évalue, on les écoute. Mais on les écoute vraiment tranquillement, on les écoute, on les écoute autant de fois que c'est possible, n'est-ce pas? Donc si c'est de la méchanceté, on le saura. Puisque l'étudiante donne sa version, l'enseignant donne sa version. Ceux qui sont dans la commission ne sont pas des enfants non plus. Ce sont des personnes qui sont choisies, mais vraiment... Bien aguerries. Oui, et qui sont comment je vais dire, des personnes averties, qui ont de l'expérience. Et ensuite, il y a encore un conseil d'éthique. Je crois que le temps de passer par toutes ces étapes, on finit par pouvoir établir les faits ou considérer que non, c'est pas vraiment établi. Mais si la méchanceté gratuite passait les mailles de tous ces filets, quand ça arrive chez l'Institut national de la femme, quand ça arrive à notre niveau, avant de transmettre, nous aussi nous prenons connaissance du contenu du dossier. Et dans la mesure où nous arrivons à avoir les contacts des étudiantes qui se sont plaints, ou peut-être des parents et autres, nous écoutons aussi. Et la bonne nouvelle aussi, c'est qu'il y a une dernière instruction avant que la sanction ne tombe. La criette, avant de poursuivre le dossier qu'on a transmis à la criette, ce n'est pas que la criette prend seulement notre dossier et puis commence à poursuivre. C'est que la criette a encore auditionné les gens, les a écoutés, s'est fait une opinion. Donc, le temps qu'on arrive à toutes ces étapes, à tous ces différents niveaux d'instruction, on a quand même une idée de la vérité. Et, absolument. Madame Huguette Bokwel, nous sommes en train de tendre vers la fin de cette notre émission. Mais madame, très rapidement, vous avez déjà commencé par en parler, mais très rapidement, par rapport aux décisions, aux dossiers connus déjà par l'Institut national de la femme et la criette, est-ce qu'il y a d'autres dont vous voulez nous parler très rapidement? Non, je crois que j'ai parlé des dossiers. J'ai évoqué rapidement le dossier de l'ENEAM. C'est en instruction. Je crois que j'ai donné les informations nécessaires. C'est venu à l'Institut par le biais du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Ça a été étudié par l'Institut. L'Institut a estimé que sa saisine par le ministère était justifiée. L'Institut a transmis le dossier à la criette. La criette a estimé aussi que certains étaient poursuivables et donc ceux qui étaient poursuivables, après avoir auditionné tout le monde, ils ont été retenus, mais ils sont poursuivis sans mandat et donc l'instruction suit son cours. Et ce que je voudrais dire, c'est que la criette a frappé pour les enseignants, les autres enseignants, ce n'est pas à l'université, c'est au niveau secondaire,
ils ont encouru, c'est la peine maximale qui leur a été appliquée, les 5 ans. 5 ans, 5 ans, 5 ans. Pour bien faire comprendre que la loi ne sera pas... La loi sera juste, mais la loi va frapper celui dont la culpabilité est établie. La loi va frapper. Alors, Madame la secrétaire exécutive de l'INF, votre mot de la fin en quelques secondes. Mon mot de la fin, c'est d'abord de vous dire merci de m'avoir offert cette occasion, et c'est de rassurer les enseignants, de dire qu'il n'y a pas de chasse aux sorcières, mais de leur dire qu'ils seront d'accord avec nous pour dire que ceux des enseignants qui harcèlent les femmes, les jeunes filles à l'université doivent être punis. Doivent être punis. Dire aussi aux étudiantes que le 51 07 88 88, numéro WhatsApp de l'INF, leur est ouvert, largement ouvert, pour pouvoir dénoncer, pour pouvoir se confier, pour pouvoir se soulager. Le harcèlement en milieu universitaire, mesdames, messieurs, vous en savez désormais suffisamment sur la thématique. Il faut dénoncer. Si vous êtes enseignant, il faut arrêter. Il faut mettre un terme définitivement au harcèlement sexuel. La loi est là. Et au cas où vous en serez coupable, elle vous sera appliquée. Elle vous sera appliquée dans toute sa rigueur. Et si vous voulez être enseignant et vous ne pouvez pas vous soumettre à cette norme qui régit désormais la corporation, mieux vaut y renoncer. En tout cas, l'Institut national de la femme ne sera pas complice d'une injustice. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis. Merci infiniment, Madame Huguette Bopaya-Kada, d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous, Gauthier Sédodé. Merci, Chabat. Mesdames, Messieurs, merci à vous et à dimanche prochain.